Bonsoir à tous. Nous sommes ici en direct de Mortagne-au-Perche pour ce premier rassemblement de la campagne d'Hervé Morin. Respectueux des normes Covid, il n'y a pas de public hormis les élus qui vont se succéder à la tribune. Je tiens à remercier notre candidat numéro 7 sur la liste, Jean-Vincent Dulac, qui est avec nous, maire de Longny-au-Perche. Jean-Claude Lenoir qui va me précéder à ce pupitre, Thierry Liger, notre tête de liste pour le département de l'Orne, Vincent Ségouin, sénateur qui nous fait le plaisir d'être présent avec nous, Emmanuel Le Sec, maire de Beaulieu et président de la communauté de communes des Hauts-du-Perche, et enfin Christophe de Ballor, le président du département qui a fait la grande amitié à Hervé Morin de venir pour cette première réunion régionale en direct depuis Mortagne-au-Perche. Vous pourrez poser des questions par SMS sur le numéro qui va s'afficher. Hervé Morin y répondra après son intervention. Et donc pour démarrer ce premier meeting régional de la campagne Vivre la Normandie avec Hervé Morin, j'appelle Jean-Claude Lenoir, président de la communauté de communes de Mortagne-au-Perche, ancien sénateur. Jean-Claude. Bonjour à toutes et à tous, heureux de retrouver Hervé Morin ici à Mortagne-au-Perche, dans cette salle qu'il connaît bien car il y est venu souvent. Je suis là en tant que personne accueillant notre tête de liste pour les élections régionales, en lieu et place de Virginie Valtier, maire de Mortagne-au-Perche, qui était empêché, et Hervé le savait depuis le début lorsque la date a été fixée, car retenu à Rouen, qui est une ville que connaît bien également notre ami Hervé Morin. Virginie Valtier m'a chargé de transmettre à Hervé ses vœux les plus chaleureux, lui dit qu'elle le soutient, elle-même est candidate au conseil départemental à la même date qu'aux élections régionales. Elle soutient, elle l'a fait d'ailleurs samedi dernier sur le marché de Mortagne, et tu peux compter non seulement sur sa voix, mais également sur les voix des Mortagnais à cette grande échéance qui nous attend. Je suis d'abord flatté et heureux, mais vraiment très heureux que la campagne de Hervé Morin commence ici à Mortagne-au-Perche. C'est la première réunion, elle prend des formes qui n'étaient pas vraiment prévues il y a encore quelques semaines. Nous sommes évidemment en visio, mais il faut respecter les contraintes sanitaires. Et on se retrouvera, cher Hervé, à l'occasion d'autres réunions qui se tiendront à Alençon, à Caen et en d'autres endroits. Nous serons vraiment, avec mes amis, à tes côtés. Moi, je suis pour Hervé Morin, je ne le cache pas, depuis d'ailleurs 6 ans. Lorsque Hervé m'a fait savoir qu'il était candidat à la présidence de la nouvelle région Normandie, je lui ai dit qu'il pouvait compter sur mon soutien. Je le connais bien. Nous nous connaissons depuis très très longtemps et j'ai pu évaluer sa capacité à gérer et surtout la capacité qui fait sa marque de rassembler autour de vrais projets pour notre région. Ça n'était pas facile il y a simplement 6 ans lorsque une nouvelle région s'est dessinée avec des contours qui avaient changé. Il n'y avait plus la basse, il n'y avait plus la haute, il n'y avait qu'une seule Normandie. Il a fallu reconstruire, bâtir non seulement un projet, il était déjà dans les cartons, il était déjà dans les bulletins de vote, mais surtout toute une ossature pour gérer cette grande région dans laquelle nous nous trouvons très très bien. Merci Hervé, moi je le dis avec beaucoup de franchise, je suis un élu local, j'ai exercé des fonctions nationales, c'est là où nous avons eu l'occasion de nous retrouver souvent. Mais comme élu local, et je crois que c'est important, le vote le 20 juin porte aussi sur le quotidien des personnes qui nous entourent, sur des problèmes que nous connaissons les uns les autres, communication, formation, culture économique, etc. Et j'ai toujours vu que la région, avec Hervé Morin, était au rendez-vous des préoccupations que nous avions et des questions, des demandes que nous formulions. Combien de dossiers ont été ainsi réglés d'une façon, je dirais, facile, parce qu'il y avait une bonne entente. Il y avait devant moi quelqu'un qui souhaitait simplifier, qui souhaitait surtout arriver à un résultat. Vous savez, nous sommes élus locaux, nous gérons, pour ce qui me concerne, une communauté de communes. Le quotidien, nous le connaissons. Et nous savons qui se trouve en face de nous au quotidien. Alors, de temps en temps, parce que ce sont des élections qui ont une portée qui dépasse un peu
le cadre de la région, on entend des personnes qui viennent quelques semaines avant les élections vous expliquer ce qu'elles feraient avec d'autres mandats. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons avoir devant nous des personnes qui partagent notre préoccupation, notre vision du quotidien sur notre territoire, des personnes qui simplifient, qui facilitent et qui nous aident à trouver des solutions. Encore il y a quelques jours, vous voyez une décision qui a été prise dans un petit village à côté de Mortagne, une entreprise qui va s'agrandir. Le département, et je salue Christophe de Balorre qui nous fait également l'amitié d'être là, le département, la région se sont unis pour apporter une aide qui était une aide importante et une aide attendue. Ça, c'est le quotidien et c'est la raison pour laquelle je voterai Hervé Morin. J'appelle mes amis à voter Hervé Morin et vous invite tous à faire que notre région continue d'être gérée par un président de très grande qualité. Merci. Merci, Monsieur le Président Lenoir. J'appelle désormais Christophe de Balorre, le président du département pour l'Orne. Merci Christophe de ta présence à nos côtés. Merci beaucoup. Cher Hervé, je suis également extrêmement heureux de partager ce moment avec toi et avec nos collègues élus qui nous font l'amitié de nous entourer et de t'entourer pour ce premier meeting par Internet, par Facebook, par les réseaux sociaux qui nous réunit et qui nous permet de nous exprimer dans un moment effectivement ô combien compliqué. Je suis aux affaires du département depuis maintenant 4 ans. Et en cette responsabilité, je suis forcément bien placé pour appréhender et comprendre les contacts nécessaires et les démarches que nous devons faire de façon collective pour faire évoluer nos territoires. Jean-Claude l'a très gentiment rappelé il y a un instant à travers un exemple mortanier. À l'échelle du département de l'Orne, je voudrais témoigner de la proximité qui est la nôtre maintenant depuis 4 ans, pour faire en sorte que notre département en Normandie rayonne et se développe. Je voudrais donc à mon tour saluer l'incroyable travail que nous avons mené ensemble, Hervé, aux côtés du département de l'Orne, pour faire bouger les choses. Hervé Morin, c'est une force de la nature, c'est surtout une force d'entraînement. Et moi, j'ai grand plaisir à travailler avec lui sur un certain nombre de sujets extrêmement important et d'une volumétrie considérable pour le département de l'Orne. Je vais commencer par vous en citer un. Eh bien, tout d'abord, le dossier du haras du Pin. Le haras du Pin, au cœur de notre département de l'Orne. Un monument, j'allais dire, touristique, culturel, sportif de notre département de l'Orne, était, il faut bien le reconnaître, empêtré dans des difficultés incroyables, puisque, pour tout vous dire, nous sommes 3 à gérer le haras du Pin, la région, le département et l'État. Et cette structure avait du mal à porter un projet d'avenir pour cet bel établissement au centre de notre département. Et avec Hervé, eh bien, nous avons pris le taureau par les cornes et nous avons fait en sorte qu'un magnifique projet d'une ampleur comme jamais nous aurions pu l'imaginer, eh bien, voit le jour. Un projet autour du sport, un projet autour du développement économique, un projet également au niveau touristique inégalé. Bref, des perspectives, au niveau de la formation également. Bref, des perspectives que nous n'avions pas imaginées au départ et que nous avons pu mettre en place dans une belle harmonie avec la région et le département de l'Orne, et avec le soutien, bien entendu, de l'État. Ce beau projet, il se développe maintenant, il prend forme, et je crois qu'avec la volonté des uns et des autres, nous allons réussir à le mettre en place dans les mois et les années qui viennent. C'est le premier gros dossier auquel Hervé Morin s'est attelé aux côtés du département, et je suis fier de travailler avec lui dans une complémentarité exemplaire sur ce sujet. Deuxième sujet, les voies de communication. Le département de l'Orne, Dieu sait s'il en a besoin des voies de communication. Je pense en particulier à la route départementale 924, la mise en 2x2 voies de cet axe qui relie Argentan
à Flers. Et puisqu'on est sur des questions d'aménagement du territoire, il était vital pour le développement économique du département que cet axe majeur qui structure l'ensemble du bocage et la partie ouest du département voit le jour. Grâce à la région et au département, dans le cadre d'un cofinancement 50-50, nous avons mis en place ce beau projet qui se développe et qui arrivera à terme dans les années environ 2025. Voilà un bel exemple d'aménagement du territoire. Autre projet d'ampleur pour l'avenir du département, le développement numérique. La mise en place de la fibre optique auprès des habitants, de tous les habitants du département de l'Orne, sur le recours de la région, sur le secours de la région, sur la volonté d'Hervé Morin et du département, avec le concours de fonds européens et de l'État, nous allons pouvoir apporter cette fibre optique auprès de l'ensemble des habitants du département de l'Orne à l'horizon de fin 2023. C'est un projet d'une ampleur considérable et je suis fier, avec Hervé Morin, de le porter sur la Normandie et en particulier sur le département de l'Orne. Un beau projet d'aménagement du territoire encore. Autre projet, autre sujet d'ampleur, et Jean-Claude Lenoir en a abordé une certaine facette il y a un instant, la contractualisation avec les territoires, les communautés de communes, les PETR, les pays, les communes ont contractualisé avec la région dans le cadre d'un programme ambitieux qui permet d'ajouter les financements de la région à ceux du département pour faire en sorte que des beaux projets structurants à l'échelle du territoire puissent voir le jour au quotidien. Ces projets qui sont dans le domaine culturel, touristique, économique, c'est des projets extrêmement importants. Vraiment importants pour l'avenir du département de l'Orne. Et cette contractualisation qui était attendue par les élus a vu le jour et s'est généralisée à l'échelle du département de l'Orne. Pour tous ces projets, pour toute cette ambition, pour toute cette force de la nature que représente Hervé Morin à la tête de la région, moi aussi, je voterai sans hésiter Hervé Morin et je lui apporte, ainsi qu'à son équipe, à sa dynamique équipe, tout mon soutien et celui du Conseil départemental de l'Orne. Merci. Merci, Président de Valor. Donc, il nous vient de Bélem, où il a été maire pendant près de 10 ans. Je vous demande d'accueillir Vincent Ségouin, sénateur du département, et qui est avec nous aujourd'hui pour cette première date dans ce beau département de l'Orne. Merci, sénateur. Merci. Cher Hervé, ravi de t'accueillir ici à Mortagne, tout près de Bélem, comme on vient de le dire, au plein cœur du Perche. Sans hésiter, j'ai répondu à ton invitation avec force, parce que bien sûr, je ne voyais pas autre destinée que de te soutenir. Pourquoi quand il y a eu le rassemblement des régions, nous, des petits départements de l'Orne, dans la région de Normandie, nous pouvions craindre d'être les oubliés de cette région de Normandie. Ce que j'ai fortement apprécié de ta part, c'est cette proximité, ce qui vient d'être dit par Christophe et par Jean-Claude, cette disponibilité aussi. Chaque fois qu'on prend notre téléphone, on a toujours une réponse rapide et puis un suivi, et on se sent important, on se sent écouté. Et nos projets avancent terriblement et très vite. Je disais encore il n'y a pas très longtemps que c'est vraiment une force quand le département, quand les parlementaires, quand la région, on travaille ensemble, en symbiose. On voit bien, nos projets avancent vite, notre territoire voit tout de suite les résultats et c'est constructif, rapide, comme on aime le faire. Alors moi j'apprécie en plus ta vivacité, cette énergie aussi à tirer les projets, à aller de l'avant. On parlait tout de suite du haras du pin. Oui, dans l'Orne, nous avions besoin de cet emblème national, de cette image nationale qui nous reconnaisse. On manque d'images dans l'Orne. Et pour tout ça, on a un avenir qui s'ouvre à nous. En plus, vivre au vert, je suis intimement convaincu depuis des années que ce sera la solution, ce sera la recherche, et que notre département risque d'être ultra moderne. Et tout ça, c'est grâce à la région, grâce au département et grâce à nos forces vives qui œuvrent tous ensemble et dans la même voie. Donc sans hésiter, bien sûr, je soutiens Hervé Morin et je lui souhaite une très belle réélection. Merci beaucoup, sénateur.
Dans cette campagne des régionales, il y a beaucoup de renouveau, puisque nous avons changé des têtes de liste, renouvelé et accueilli de nombreux jeunes. Et dans ce renouveau, il y a le tête de liste de l'Orne, Thierry Liger, qui est chef d'entreprise et qui vit là sa première grande campagne au-delà de ses fonctions locales. Et donc Thierry est un des nouveaux visages de cette campagne. Merci Thierry. Bonjour à tous. Heureux et fier d'être là parmi vous, parmi des personnes pour qui j'ai une très profonde admiration au niveau local, au niveau national. Ravi d'être à la tête de l'équipe de l'Orne, équipe de 11 personnes que je vais me permettre de vous présenter très rapidement parce que c'est une petite équipe très solidaire. Nous avons donc Catherine Meunier, Bertrand Degnaud, Brigitte Choquet, Laurent Marting, Sophia Habibi-Douri, Jean-Vincent Dulac, qui est là aujourd'hui avec nous, Virginie Mondin, il me reste Sylvain Launay, Marie Tessier et Didier Duval-Destin. Donc une équipe très soudée, et c'est pour ça que je tiens vraiment à les associer, parce qu'on est vraiment très heureux. Vous les rencontrez aujourd'hui, on est sur les différents marchés locaux, parce que les conditions sanitaires ne nous permettent pas de faire beaucoup de rencontres, mais vous les trouvez pour échanger avec vous d'une façon très simple sur le programme, pour venir être à votre écoute et pouvoir porter aussi votre voix auprès d'Hervé. Donc, et pourquoi cette application de cette équipe ? Je pense que avant tout, pour moi comme pour les autres, il y a la passion de ce territoire. On vient de parler de la Normandie. Quand il a fallu, moi, créer l'entreprise il y a quelques années, je l'ai créée ici, en milieu rural, sur ce territoire, dans le Perche. Et comme, à mon avis, 80% des créateurs d'entreprises, on les crée au plus près de nos racines, là où on se sent bien, là où on est bien. Et c'est ce territoire-là qu'on a envie de défendre après, qu'on a envie de porter le plus haut possible. Donc ça, c'est une grosse partie de l'engagement, et je crois que c'est une grosse partie commune, une grande partie commune qu'on peut partager avec Hervé Morin. Ensuite, il y a le projet d'Hervé Morin, de la Normandie conquérante. Il a démarré avec la réunification, avec la Normandie qui se retrouvait sous forme d'une seule et unique. Et ça, pour nous, anciens bas-normands, c'était pas forcément évident à comprendre. Un territoire beaucoup plus vaste, donc qui faisait peut-être un peu plus peur, mais qui, avec 5 ans de recul, est un territoire, une région qui est beaucoup plus proche de nous. Ça, je le pense sincèrement, avec des petites choses qui ont été mises en place qui simplifient. Je pense à l'Agence de développement de la Normandie, qui est un interlocuteur unique pour les entreprises, avec des coopérations avec les communautés de communes. Dans le dispositif aujourd'hui, face à la crise sanitaire, très rapidement s'est mis en place un dispositif pour aider les petites structures en complément des aides d'État. Et c'est un dispositif qui a été cofinancé par les CDC et la région. Donc c'est franchement une proximité et un atout pour notre territoire. Le projet, c'est s'appuyer sur ses forces. Voilà, et s'appuyer sur les forces de la Normandie. Je pense qu'on a, et j'ai découvert, moi, une équipe très dynamique autour d'Hervé Morin, et même, je dirais même plus une dynamique d'équipe, c'est-à-dire capable de générer des idées, capable de proposer, capable d'avoir une cohérence dans ce projet-là. Et quand je vous engage à le faire, à regarder sur le site Facebook de la Normandie conquérante les différents débats qui ont lieu à l'heure actuelle sur les thématiques agriculture, développement économique, les lycées, la politique de la ville, la formation. Eh bien, tous ces débats ont une certaine cohérence, il y a un vrai projet derrière et on retrouve quelque chose qui porte ce territoire. Évidemment, pour le porter et pour mener une équipe, il y a toujours une personne qui a la vision, une personne qui va entraîner, qui va rassembler. Ce mot a été proposé. Et dans de nombreux projets que j'ai pu voir, il y a l'esprit de co-créer, c'est-à-dire de créer avec et de créer ensemble. Et ça, je pense que cette capacité à rassembler, cette capacité à nous mener, à nous porter, à nous pousser,
c'est celle qu'a Hervé Morin. Et on est là pour soutenir, appuyer, porter et faire de la Normandie quelque chose de très haut. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry. Vous êtes quasiment 80 connectés en direct sur notre Facebook Live. Après le discours d'Hervé, il y aura les questions-réponses par les internautes sur le 07 67 67 29 56. Posez vos questions, Hervé Morin y répondra. Merci à tous d'être connectés. Et Hervé Morin, candidat à la présidence de la région de Normandie. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, merci à tous les copains qui sont intervenus. Merci Jean-Claude, à toi, merci Christophe, merci Monsieur le sénateur. Merci à vous et merci à Thierry d'avoir pris la parole pour cette première réunion, format si curieux, si particulier. Je vous le dis parce que c'est pas facile de se retrouver face à une caméra et devoir s'adresser à vous toutes et à vous tous comme si on était de chair et d'os dans une même salle. Vous dire que ça n'est pas par hasard que nous avons souhaité faire cette première réunion à Mortagne-au-Perche dans l'Orne. Si nous l'avons décidé, c'est, je crois, pour incarner ce que nous voulons porter et ce que nous avons porté durant 5 ans. Ce que nous avons voulu porter, c'est d'abord quelque chose qui est possible grâce à la réunification de la Normandie. C'est la fierté d'être normand. C'est la passion de la Normandie. C'est de considérer que lorsqu'on a la chance de présider une région comme celle-ci, avec un tel imaginaire collectif, avec un imaginaire tellement positif, avec une région qui est connue dans le monde entier, qui est un atout extraordinaire pour beaucoup d'entreprises, eh bien, la réunification de la Normandie imposait quelque chose d'évident aujourd'hui, qui est, et ce que vous avez rappelé les uns et les autres, c'est une obligation d'équilibre. Une obligation d'équilibre entre les 5 départements. Une obligation d'équilibre entre l'ancienne Haute-Normandie et l'ancienne Basse-Normandie. Souvenez-vous des débats, il y a 5 ans, entre Caen et Rouen, comment les choses allaient se passer. Nous avons fait en sorte que chacun puisse s'y retrouver. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, 77% des Hauts-Normands jugent positive la réunification de la Normandie et 77 ou 78 la Basse-Normandie. Et donc, en clair, cet équilibre-là, il imposait l'équilibre entre la haute et la basse, entre Caen et Rouen. Il imposait aussi de construire la réunification de la Normandie avec d'autres équilibres. L'équilibre entre les zones métropolitaines et les zones rurales. Et je crois que nous avons fait preuve pendant 5 ans d'une réelle solidarité territoriale en considérant que les zones métropolitaines ne devaient pas seulement capter l'essentiel de la ressource et des capacités d'investissement de la région. Et nous l'avons fait dans l'Orne. Christophe de Ballor vient de le rappeler, donc je ne le fais pas, mais sur de très gros investissements, nous avons été présents et nous le serons dans les années qui viennent. Je prends simplement 2 exemples. Le campus des métiers à Alençon, où nous investirons 18 millions d'euros pour former l'un des 2 premiers campus des métiers avec celui du Havre. Deuxième exemple majeur, comme cela a été cité, ce que nous allons faire avec le très haut débit, élément clé du développement rural, où nous participons à hauteur d'une 30aine de millions d'euros pour faire en sorte que le très haut débit arrive vite dans les maisons du monde rural. Je suis issu du monde rural. Si la région n'avait pas été présente dans ma communauté de communes, Mieux-Vin Pays d'Auge, eh bien pour nous, le déploiement et l'arrivée de la fibre, c'était au minimum 2030-2035, avec des conditions financières qui étaient quasiment impossibles pour les intercommunalités. Nous avons, nous, consacré région 234 millions d'euros pour permettre aux départements, aux 5 départements, d'accélérer le déploiement du très haut débit. Parce que nous avons voulu considérer qu'il y avait certes de très grands investissements dans les métropoles, mais qu'il fallait aussi être présent pour investir
dans des équipements structurants, dans des équipements capables de créer de la valeur ajoutée. Troisième ou quatrième équilibre important, Haute et Basse, Caen, Rouen, monde urbain, monde rural, l'équilibre entre la vallée de la Seine et l'ensemble de l'espace normand. Il nous semblait aussi clé, parce qu'il s'agissait d'une inquiétude, de considérer que le corridor, l'axe de la vallée de la Seine est en effet stratégique avec ses ports, mais que le développement devait intégrer la totalité de l'arc normand. Prenons un seul exemple. Je suis dans l'Orne, mais j'évoque Cherbourg, où nous avons beaucoup investi sur le port de Cherbourg pour pouvoir accueillir les énergies marines renouvelables et réindustrialiser avec beaucoup de succès l'espace industriel cherbourgeois. Dernier équilibre aussi que je cite, ce sont aussi de consacrer des crédits au titre des politiques de la ville, puisque nous l'avons fait aussi pour faire en sorte que les quartiers politiques de la ville puissent être subventionnés comme ils ne l'ont jamais été en Normandie, avec 89 millions d'euros, et de faire en sorte que personne ne se sente oublié dans la dynamique régionale. Et je le dis, pour nous, cette réunification réussie est une pépite, mais c'est une pépite fragile. Et donc nous serons les garants de cet équilibre entre les deux anciennes régions, mais de cet équilibre entre le monde urbain et le monde rural. Pour ça, on a constitué une liste qui est une liste profondément renouvelée, 63 ou 64% de candidats qui sont candidats pour la première fois. Et c'est une liste dans laquelle nous avons cherché à la construire avec des hommes et des femmes ayant toutes et tous des parcours singuliers, des sensibilités différentes. Je prends deux exemples. Thierry Liger, votre tête de liste dans l'Orne, chef d'entreprise d'une très belle boîte qui fait des cartes électroniques pour les ailes d'avion, qui l'a monté en zone rurale, dans le Perche, démontrant qu'on pouvait réussir dans les hautes technologies, là où souvent on ne nous attend pas. Et puis des personnalités qui ont une fibre écologique très marquée, comme Stéphanie Maubé, par exemple, dans la Manche, des hommes et des femmes engagés à travers des mandats locaux, ayant des responsabilités locales, ayant des responsabilités professionnelles ou ayant des responsabilités associatives. Bref, des hommes et des femmes capables d'incarner la politique régionale dans leur territoire et des hommes et des femmes capables d'inspirer la politique régionale, comme l'évoquait Jean-Claude tout à l'heure. Dernier point absolument majeur sur la construction de cette liste, c'est que nous avons cherché à faire en sorte que tous les territoires soient représentés. Et donc, dans chaque département, vous aurez toujours à vos côtés un conseiller régional qui sera en quelque sorte le conseiller régional référent du secteur, même si, bien entendu, ça n'empêche pas de s'adresser directement au président de la région ou au service de la région. À partir de là, qu'est-ce que nous voulons faire à partir du bilan qui est le nôtre? C'est une région qui est la région la moins endettée de France. C'est une région qui a mis sous contrôle ses dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses salariales, ont augmenté de 1% par an en moyenne. Contrairement à ce que peuvent affirmer d'autres candidats, non, nos dépenses de fonctionnement n'ont pas explosé, ou si elles ont explosé pour ce qui est nécessaire et utile pour la région. Ne vous trompez pas, dans la question des dépenses de fonctionnement, on parle d'aide à l'économie, on parle de budget pour les lycées, on parle de formation professionnelle, on parle de transport. Ce sont ça aussi les dépenses de fonctionnement. Et en effet, sur ces différents postes, on a fait des efforts importants pour faire en sorte que nos lycées soient mieux dotés, qu'on puisse lancer des projets pédagogique, qu'on puisse mieux soutenir le développement économique des entreprises, qu'on puisse, grâce à un accord avec l'État, consacrer 324 millions d'euros supplémentaires pour la formation. Mais nous sommes dans une région qui est la région la moins endettée de France, la région où les dépenses pures de fonctionnement, ce qu'on pourrait appeler la masse salariale et les voitures, est restée totalement sous contrôle. Et de l'autre, une région qui a investi massivement. Je donne simplement le chiffre. Haute et Basse Normandie cumulées,
2015, 376 millions d'euros d'investissement. Haute et Basse-Normandie réunifiées dans une même région, portant le fer sur l'investissement, l'investissement sur les mobilités, l'investissement dans nos lycées, l'investissement sur les grandes infrastructures. Je parlerai bien entendu de toute la question routière, ferroviaire, celle du très haut débit que j'évoquais tout à l'heure, nous a amené à avoir une moyenne d'investissement de plus du double sur la période. Nous sommes de loin la première région française en termes d'investissement par habitant, et de loin. Et nous le sommes, mesdames et messieurs, en veillant à la préférence régionale. La préférence régionale, c'est quoi? C'est que 98% des marchés passés par la région sont accordés à des entreprises de Normandie. Et nous avons mis en place des dispositifs au titre des travailleurs détachés qui imposent, en clair, à chaque entreprise voulant faire appel à des travailleurs détachés en fonction des lois européennes, qu'il puisse y avoir un interprète pour comprendre les règles de sécurité qui s'imposent dans les chantiers qui sont commandés par la région. Au bout du compte, il n'y a pas de travailleurs détachés qui soient, en quelque sorte, en dehors des normes sociales qui s'imposent à nous tous, Dieu merci, et qui faisaient que nous pouvions constater des cas de dumping évidents qui étaient absolument inacceptables. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on veut faire dans les 6 prochaines années? On a beaucoup investi, on a créé un écosystème extrêmement favorable qui nous amène sur à peu près tous les indicateurs à être sur le podium, alors qu'on était souvent dans les profondeurs du classement entre la Haute et la Basse-Normandie. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de l'État. Quand on parle d'exportation, on fait mieux que la moyenne nationale. Quand on parle de réduction du chômage, on fait mieux que la moyenne nationale. Quand on parle de perspectives de création d'emplois, on fait mieux que la moyenne nationale. Eh bien, nous avons créé un écosystème favorable avec une chaîne de la construction de la valeur qui va de l'étudiant ayant un projet d'entreprise, de l'incubateur ensuite, du chercheur qui a un projet qui peut avoir un projet de développement à travers ce qu'on appelle Normandie Valorisation, c'est-à-dire une société de transfert de technologie permettant de passer de l'université à l'entreprise. À travers des fonds d'investissement, nous avons un fonds souverain régional permettant de rentrer dans le capital des entreprises, en ayant créé, comme tu le disais, une agence de développement unique et un guichet unique pour les entreprises, en ayant mis en place des dispositifs extrêmement puissants pour soutenir des entreprises à l'exportation. 200 entreprises supplémentaires sont allées à l'exportation en l'espace de 5 ans grâce à un modèle qui a ensuite été développé au niveau national qui s'appelle Team France Export. Et enfin, avec un modèle qui cherche à chaque fois à trouver une solution. Nous gérons pour les chefs d'entreprise la complexité. J'ai un projet, j'ai un guichet unique, je porte ce projet et ensuite j'ai en face de moi un collaborateur de l'agence de développement qui cherche la solution pour soutenir les entreprises. Nous l'avons fait, mesdames et messieurs, dans le cadre du Covid. Nous avons aidé 6 000 entreprises dans le cadre du Covid. 6 000 entreprises, soit pour être en complémentarité de l'État, soit pour être sur des dispositifs innovants et des dispositifs qui permettaient de favoriser la reprise le moment venu, avec par exemple un nouveau dispositif à travers des prêts participatifs. Ce succès-là, réel, reconnu comme tel, bien sûr, nous allons continuer à l'amplifier avec notamment des mécanismes nouveaux que je n'ai pas le temps de décrire parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas que je ne sois trop long puisque j'étais sur le digital. Mais je vous invite à regarder le programme très précisément. Mais derrière cette question de l'économie, c'est bien sûr la question de la formation. Et ça, c'est un sujet majeur. On a mis 25% de crédits supplémentaires par rapport à ce qu'on faisait en Haute et en Basse-Normandie sur la formation. 25 000 demandeurs d'emploi sont formés chaque année. Nous avons ouvert dans les lycées professionnels 86 formations nouvelles, souvent à partir d'un besoin identifié par un bassin d'emploi. Sur Flers, par exemple, nous avons ouvert toute une série de formations nouvelles.
partout où on nous le demande, nous cherchons à bâtir un modèle dans lequel on répond soit par des formations destinées aux adultes, aux demandeurs d'emploi, soit par des formations initiales, à faire en sorte qu'on puisse répondre à ce besoin de qualification, de formation. Et par exemple, à Alençon, nous allons annoncer dans quelques jours des formations complémentaires au titre de l'ISPA, qui est l'institut qui rayonne non seulement sur la Normandie, mais sur la France tout entière. Le second sujet sur lequel nous voulons nous trouver, toujours dans cette idée de vivre la Normandie, une Normandie à vivre. Une Normandie à vivre, c'est d'abord une Normandie dans laquelle on a du boulot, où on peut se développer. C'est ce que je viens d'évoquer. Une Normandie à vivre, c'est aussi une Normandie dans laquelle on est en capacité de pouvoir, quand on est jeune, se former et ensuite pouvoir y créer son entreprise. Mais pour ça, faut-il qu'on puisse éviter ce qui est un drame pour la région, c'est l'évasion considérable de jeunes diplômés qui quittent les universités normandes pour aller sur l'Île-de-France. Et là, notre idée, elle est assez simple. Bâtir un grand plan campus universitaire pour faire en sorte que les universités de Normandie soient des universités de référence. 1 milliard d'euros d'investissements sont prévus à travers les 3 universités principales, mais aussi sur les antennes universitaires. Et j'évoquais ce que nous allons faire sur l'ISPA. Nous avons mis en place un passe-monde permettant aux étudiants et aux 12 000 Normands de pouvoir être financés dans le cadre de leur mobilité internationale. Nous continuerons à le faire, mais nous continuerons aussi à faire en sorte que nos étudiants puissent avoir, avant l'entrée dans l'enseignement supérieur, avant l'entrée même au lycée, soient en capacité d'avoir une orientation, une information sur les métiers. Et notre idée, c'est de développer un grand plan qui, depuis la loi de 2019, nous permet de le faire, un grand plan autour de l'orientation et l'information des métiers pour éviter l'échec scolaire, pour aller vers une voie qui vous correspond, pour avoir, à travers une meilleure connaissance des métiers, la possibilité de choisir un avenir professionnel qui vous correspond. Ça va être un des grands objectifs. On a commencé à le faire, puisque c'est tout récent que cette loi nous a donné cette compétence, mais l'idée, c'est de pouvoir le développer sur le moyen terme. Faire en sorte que nous puissions bénéficier d'un environnement satisfaisant pour nos jeunes, c'est bien sûr investir dans les lycées. Nous avons investi 620 millions d'euros dans les lycées, c'est 20% de plus que ce que faisaient la Haute et la Basse Normandie. Nous avons investi dans le péri-pédagogique. Eh bien, à la rentrée scolaire, nous allons commencer à équiper tous les lycées 1 de Normandie d'un ordinateur portable. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté dans le cadre de la crise du Covid une vraie fracture numérique et qu'il nous a semblé qu'il s'agissait d'un outil extrêmement utile dès lors qui permettait de pouvoir construire de nouveaux modèles pédagogiques, de pouvoir faire de l'innovation, de pouvoir faire des petits groupes au sein des classes, de pouvoir accompagner des élèves individuellement. Et donc, cet effort-là nous amènera, en l'espace de 3 ans, les secondes, puis les premières, puis les terminales, en 3 ans, de doter tous les lycéens, tous les apprentis, d'un ordinateur, ce qui va représenter un investissement de 20 millions d'euros par an, soit 120 000 ordinateurs achetés pour les étudiants et les lycéens de Normandie. Troisième sujet d'une Normandie à vivre, pour ne pas être trop long, c'est bien entendu ce que nous voulons faire au titre de la santé. Très clairement, on voit et on constate malheureusement, et on l'a constaté encore dans la crise du Covid, les insuffisances majeures, les faiblesses de notre système de santé. Très clairement, à l'échelle d'ailleurs de ce qui peut se faire dans les autres régions en Europe, nous allons demander de pouvoir nous investir beaucoup plus encore sur les questions de santé. Nous l'avons déjà fait, alors qu'il ne s'agit pas d'une compétence légale, puisque normalement il s'agit d'une compétence pour l'essentiel de l'État. Nous l'avons fait à travers le financement des maisons de santé, et nous en avons
inauguré un certain nombre dans l'Orne avec Christophe. Il y en a une magnifique juste à côté d'ici sur laquelle aussi nous avons investi. Nous avons investi dans un maillage des maisons de santé qui va nous amener à l'échelle d'1 an ou 2 ans, le temps qu'elles soient construites, à ce qu'il y ait en Normandie 150 maisons de santé. C'est-à-dire, en clair, le meilleur moyen pour accueillir des professionnels de santé dans un équipement qui soit mutualisé et dans un équipement qui leur permette d'exercer leur métier dans les meilleures conditions. Nous avons investi aussi dans la construction de formations supplémentaires. Il n'y avait pas, par exemple, de formation d'audioprothésiste en Normandie. Nous avons ouvert à Évreux une formation d'audioprothésiste en Normandie. Nous avons développé à Alençon, qui est le principal siège aujourd'hui des formations paramédicales, un certain nombre de formations complémentaires sur un certain nombre de métiers, pédicure, podologue. Nous avons augmenté les formations de kiné. Bref, sur toute une série de métiers, nous avons augmenté les formations d'aides-soignantes. Nous allons, dans les 2 années qui viennent, former 800 infirmières et aides-soignantes supplémentaires sur toute la région. Nous avons fait en sorte qu'il puisse y avoir des professionnels de santé plus nombreux sur le territoire pour pouvoir, là aussi, faire en sorte qu'il n'y ait plus de professionnels en capacité de vous soigner. 3e sujet sur lequel nous avons travaillé, la question de l'odontologie. Nous manquons de dentistes en Normandie. Nous n'avons pas de fac de dentaire, c'est d'ailleurs une des conséquences de la division de la Normandie entre la haute et la basse. Nous avons décidé de nous investir sur le sujet et bientôt, nous aurons à Alençon des formations de 5e et 6e année sur les métiers de dentiste pour faire en sorte que là aussi, on puisse compenser progressivement la carence de dentistes puisqu'il nous manque 800 dentistes à l'échelle de la région. On a ouvert 10 fauteuils à Évreux, on augmentera le nombre de fauteuils à Caen, on créera des fauteuils, puisqu'on appelle ça des fauteuils pour les 5e et 6e années, et on va faire la même chose aussi à Alençon, et on continuera à le faire jusqu'à la construction de la fac de dentaire. Mais ce que je veux dans l'avenir, c'est que la région s'investisse dans les structures hospitalières de proximité. Je veux qu'on puisse y développer des offres de soins complémentaires et qu'on puisse participer à l'investissement et à la modernisation des hôpitaux. On ne peut pas considérer qu'on ferme une structure hospitalière parce qu'au bout du compte, on n'a pas les moyens de la financer. Ce qui s'est fait, par exemple, à l'hôpital de Bernay est absolument inacceptable, où on ferme une maternité alors qu'il y avait 400-450 accouchements par an. Eh bien, mon idée et notre idée, c'est que nous puissions investir les questions de santé. On peut, si vous le voulez, le développer dans les questions. Sujet suivant pour une Normandie à vivre, une Normandie dans laquelle on peut se déplacer. C'est tout le sujet des mobilités, les infrastructures routières. Nous continuerons à en faire, contrairement à d'autres listes qui ne veulent plus financer les infrastructures routières. Nous continuerons à investir dans le ferroviaire. Je vous rappelle que sur la ligne Paris-Granville, puisqu'on est en train d'évoquer le département de l'Orne, eh bien, on a un train qui aujourd'hui fonctionne bien. On voulait qu'il s'arrête non plus à Vaugirard, mais à Montparnasse. Il s'arrête pour l'essentiel à Montparnasse. On avait un problème au moment de la chute des feuilles où les trains ne fonctionnaient plus bien. Eh bien, on a su régler cette question et c'est la région qui l'a réglée avec maintenant une ponctualité à l'automne qui est comparable au reste de l'année. Et ce sera une ligne dans laquelle, après le colza qui aujourd'hui sert de carburant, eh bien, nous passerons clairement à l'hydrogène. Notre idée, c'est de faire en sorte que ces gares soient des gares à vivre, des gares dans lesquelles on puisse assurer le service du dernier kilomètre. Je commande un moyen de transport quand je pars de la gare pour aller jusqu'à chez moi quand j'arriverai à mon lieu de destination. Faire en sorte que toutes les gares soient adaptées aux personnes à mobilité réduite. Nous sommes la première région française dans les obligations qui sont les nôtres en vertu de la loi. Notre intention, c'est qu'en 2025, toutes les gares puissent avoir été adaptées. 3e sujet, c'est de développer encore et encore des moyens de transport complémentaires, notamment par bus et par autocar, là où il y a des besoins qui sont évidents. Notre idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse
Par exemple, faire en sorte que les salariés qui sont sur Flers puissent venir plus facilement de Caen et puissent bénéficier d'un car à très haut niveau de service. À un autre endroit, de développer des autocars qui permettent de pouvoir retrouver le train et notamment de pouvoir aller vers le TGV, vers Le Mans. Bref, de développer des mobilités qui soient adaptées à nos territoires en mariant la mobilité ferroviaire avec la mobilité des autocars et en n'oubliant pas le routier parce que pour un certain nombre de nos compatriotes, il n'y a pas d'autre solution que celle-ci et donc il faut des moyens de mobilité qui soient efficaces. Je termine sur un dernier point. La Normandie à vivre, c'est une Normandie qui protège son patrimoine et notamment son patrimoine naturel. Nous avons fait beaucoup là aussi au titre de la protection de l'environnement. Je n'évoquerai pas tous les sujets, mais nous avons par exemple eu un vaste plan sur le bâtiment durable. Nous avons consacré 100 millions d'euros pour permettre d'améliorer l'efficacité énergétique de plus de 500 bâtiments publics, dont un certain nombre sont bien sûr dans l'ordre. Nous avons financé 15 000 adaptations de logements pour faire en sorte qu'ils soient moins énergivores. Eh bien, ce plan, nous continuerons à le développer et nous financerons notamment un grand plan auprès des lycées, sur les lycées, où nous investirons 400 millions d'euros à partir de 2023 pour faire en sorte que les 50 lycées les plus énergivores puissent avoir un bilan thermique nettement meilleur. Nous allons aussi faire en sorte que le GIEC normand, ces 23 scientifiques qui ont réfléchi sur les conséquences et qui ont analysé les conséquences du réchauffement climatique en Normandie, eh bien que ce rapport ne soit pas simplement un rapport qui finira dans un tiroir, mais qu'au contraire, on puisse décliner les politiques qui sont liées au réchauffement climatique. Troisième sujet, nous allons mener un grand plan avec les intercommunalités qui le souhaiteront sur la haie, sur la protection de nos haies et sur la protection des zones humides, sur la protection de nos mares, la conservation de nos mares, avec l'idée que ces espaces, qui sont des espaces de biodiversité, puissent faire l'objet d'un grand plan d'accompagnement, mais aussi de valorisation, comme on sait le faire en partie dans le Perche. Enfin, nous aurons bien entendu des politiques qui concerneront le développement de nouvelles pratiques agricoles, comme nous l'avons déjà fait, puisque je vous rappelle que nous avons accompagné plus de 1200 exploitations agricoles qui ont décidé de passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio. Nous avons accompagné 5000 exploitations agricoles qui ont décidé de développer de nouvelles pratiques agri-environnementales, comme nous avons aidé 4500 exploitations agricoles qui ont cherché à développer des filières courtes, de faire en sorte que la valeur ajoutée reste sur les exploitations. En tout, nous aurons soutenu 16 000 exploitations agricoles en Normandie sur 31 000, dont bon nombre se situent, bien sûr, dans l'Orne. Bref, mesdames et messieurs, tout ça repose sur une idée majeure. Construire une communauté de destin, c'est la Normandie. Il y a la communauté de destin nationale, bien entendu, mais il y a une communauté de destin, un collectif d'hommes et de femmes qui sont passionnés par leur région, qui aiment la Normandie, qui savent qu'on a là un trésor et un atout extrêmement précieux. Comme vous le disiez, je suis absolument convaincu que le XXIe siècle post-Covid sera la revanche du milieu des zones rurales, la revanche des territoires où ils font bon vivre, dans lesquels il faut qu'il y ait en effet des équipements sportifs, des équipements culturels, ce que nous avons financé très massivement à travers les contrats de territoire avec les intercommunalités. Ça représente des centaines de millions d'euros de subventions accordées par la région auprès des territoires. Eh bien, cette Normandie à vivre, nous la voulons équilibrée et nous la voulons heureuse. Voilà pourquoi nous chercherons, par toute une série de dispositifs, à améliorer cette qualité de vie exceptionnelle que le monde entier nous envie parce que nous sommes en Normandie. Je vous remercie. Nous avons à l'heure actuelle 116 personnes connectées en simultané qui suivent notre live depuis Mortagne. Une première question de Martine et qui nous demande qu'est-ce que vous comptez faire pour que la santé soit plus accessible en milieu rural
et faire face aussi aux déserts médicaux et au départ à la retraite des médecins. Voilà, question de Martine sur le milieu médical en milieu rural. Alors, j'ai déjà un peu répondu à la question. En clair, si je fais très clairement le décompte, psychomotricien, pédicure podologue, aide-soignante, infirmière, kinésithérapeute, ergothérapeute, ce sont des formations qui soit n'avaient pas d'existence en Normandie, soit qui existaient mais qui étaient en nombre insuffisant. Ça représente 400 places de plus sur la région. Parce que c'est bien de faire des maisons médicales, qui sont quand même un bon moyen de lutter contre le désert médical. Mortagne-au-Perche, c'est un excellent exemple, puisqu'on accueille des généralistes, et puis après, quand tout se passe bien, il y a un certain nombre de services complémentaires de santé, une offre de soins, il y a des spécialistes même qui viennent faire des consultations. Mais il faut aussi l'ensemble des professions médicales et paramédicales. Les paramédicales, c'est de la responsabilité de la région. C'est un investissement qu'on a effectué. Pour vous ayez une idée, madame, c'est 65 millions d'euros par an sur ce sujet-là. À l'avenir, sur les 2 prochaines années, c'est 800 infirmières aides-soignantes et éducateurs spécialisés supplémentaires en 2 ans, 2021-2023. Ça imposera des équipements. Dans le même temps, on modernise nos instituts de formation. On vient d'inaugurer il y a peu de temps à Fécamp, on l'a fait il n'y a pas si longtemps aussi dans l'Orne d'ailleurs, puisqu'on a modernisé l'IFSI d'Alençon. Donc on modernise nos instituts de formation en y mettant des moyens, en faisant en sorte que ce soit des instituts de formation vraiment très bien équipés, avec un niveau d'équipement vraiment de qualité. Et il faut qu'après Fécamp et Alençon, il faut qu'on fasse Évreux et Cherbourg. Troisième élément, je souhaite qu'on bâtisse, on n'est pas tout à fait sur la question du désert médical, pardon, mais je vous ai parlé du dentiste, donc je ne vous en reparle pas. Bon, les médecins, ça c'est l'affaire de l'État, augmenter les formations de médecins, ça c'est en cours. Le gouvernement nous dit que désormais on va avoir plus de médecins formés, mais enfin c'est 10 ans pour former un médecin. Bien. J'en profite pour le dire, il y a un sujet sur lequel je souhaite que la région s'investisse, c'est ce qu'on appelle les maisons de répit. Je proposerai aux intercommunalités qui le souhaitent de financer très sérieusement, et on pourrait, Christophe, le faire avec le département, des maisons de répit. Les maisons de répit, c'est des maisons qui permettent aux familles qui ont des parents qui sont atteints de maladies neurodégénératives, et notamment d'Alzheimer, de pouvoir, en quelque sorte, bénéficier de ces structures pour pouvoir prendre un peu de répit et aller faire ses courses, aller chez le coiffeur, aller jouer aux cartes, dîner chez des amis, etc. Et donc, je trouve que le maillage en Normandie est insuffisant et je souhaiterais m'y investir aux côtés des départements si les départements le souhaitent et peut-être aussi d'ailleurs de l'État s'il le souhaite. Autre sujet qui est à la marge mais que je veux évoquer, c'est des maisons des femmes. Nous allons faire 2 ou 3 maisons des femmes, c'est-à-dire des lieux, comme il en existe quelques-uns en France, très peu, capables d'accueillir des femmes qui sont en grande détresse, notamment liées à des violences. Et où il puisse y avoir un service totalement complet d'accueil, de prise en soin, de prise en compte de la personne dans toutes les difficultés dans lesquelles elle peut être. Voilà résumé, j'ai oublié des choses, mais ce que je veux dire surtout, c'est que, comme nous l'avons fait sur le train, je veux qu'on prenne en main la question de la santé, et notamment en participant au financement des structures hospitalières de proximité. Par exemple, j'ai d'ores et déjà indiqué que je participerai au financement, ou que la région, participera au financement de l'hôpital d'Alençon, qui doit être reconstruit. Je pense que ce sera un bon message pour le territoire. Voilà. Nouvelle question sur votre écran de pupitre. C'est une question concernant la production de lin en Normandie, à savoir si la chaîne pourrait aller jusqu'au tissage et à la commercialisation pour la production de lin en Normandie. Alors, monsieur ou madame, je ne sais pas. C'est en effet quelque chose d'assez incroyable. On représente, je crois, 35 ou 40% de la production linière mondiale. On est la première terre de lin et de loin.
C'est une production en plus dont la valorisation est intéressante pour l'agriculture, même s'il a eu une année un peu difficile l'année dernière avec la crise du Covid. Mais on est un peu comme des pays sous-développés dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on envoie notre matière première, ça part en Chine, et puis ça revient avec la valeur ajoutée dans les autres pays, notamment en Chine et en Inde. Alors, c'est un vaste sujet, parce que bien entendu, cette production linéaire, elle est importante. Mais je trouvais que la situation dans laquelle on était absolument insensée, pas d'outils industriels. Et le problème aussi, c'est qu'on en a perdu même le savoir-faire, la compétence parfois. Il faut savoir refaire des outils industriels, etc. Bref, on a mené un gros travail sur cette question. Au bout du compte, on a la première filature qui va être construite. Là, je ne sais pas si elle est en cours de construction, mais elle doit l'être, ou pas loin, près de Bernay. Et donc, portée par le groupe Natop. On a les premières entreprises qui font du tissage. Je suis allé il n'y a pas très longtemps près de Caen. J'ai une boîte qui a un nom assez comparable au tien, Thierry, puisque c'est pas l'Invest, mais c'est l'important. Et l'important, ce sont des t-shirts en lin bio, avec un succès absolument considérable, porté par cette entreprise nouvelle. Et on a quelques initiatives diverses et variées sur le sujet. On commence à avoir les grandes entreprises du luxe qui s'intéressent aussi au lin. Et donc, on commence à rebâtir un embryon d'outils industriels sur ce sujet-là, comme on a des perspectives assez intéressantes sur le lin avec des débouchés industriels, notamment pour l'aéronautique, etc. Donc, on en sort. Il a fallu mettre tout le monde autour de la table, trouver des porteurs de projets, mais c'est les débuts de la résurrection d'une filière complète sur le lin en Normandie. Nouvelle question de Mathieu que vous pouvez lire à l'écran. Que souhaitez-vous faire pour accompagner notre jeunesse du monde rural ? C'est toute la jeunesse qui mérite d'être prise en compte. On a tout de même, monsieur ou madame, toute une série de dispositifs, je ne vais pas tous les citer, mais on a Atout Normandie, qui est un dispositif qui permet d'aider 170 000 jeunes dans leur achat culturel, sportif, pour l'achat de livres, pour le spectacle. C'est quand même 15 millions d'euros par an que nous accordons aux jeunes. Deuxièmement, c'est ce que nous faisons, je le disais, au titre du Passe-Monde. Il n'existait pas de bourse à la mobilité internationale des étudiants, nous l'avons fait. Nous avons, monsieur ou madame, développé, j'ai évoqué ce que nous faisions pour les lycées, nous avons aussi développé des politiques, je l'ai évoqué, sur l'orientation. Nous travaillons par exemple avec une association dont la perspective est de donner autant de chances aux enfants issus du monde rural qu'aux enfants issus du monde urbain dans la construction de leur carrière. C'est l'association Chemin d'Avenir. Et nous sommes dans l'Orne avec des expérimentations de mémoire dans un lycée, je crois que c'est un lycée à l'Aigle de mémoire. Nous avons par ailleurs fait un très gros effort sur l'apprentissage, plus 20% d'apprentis en l'espace de 5 ans en Normandie, ça baissait tous les ans. Alors nous avons perdu la compétence, puisque maintenant c'est la loi l'a retransférée aux organisations professionnelles, mais on a fait un campus de l'apprentissage, et en sortant du campus de l'apprentissage, on a 1000 boosters avec les organisations professionnelles, 20% d'apprentis en plus en 5 ans en Normandie. J'ajoute que nous ferons des efforts particuliers sur la mobilité. Nous avons prévu de mettre en place des scooters électriques pour favoriser les entrées en formation des jeunes dans des conditions plus faciles, parce que souvent se pose la question de la mobilité en milieu rural. Et enfin, nous finançons les permis de conduire quand ces permis de conduire sont nécessaires à la formation qui est proposée à un jeune dans le cadre
d'un parcours professionnel quelconque. Donc on a mis en place toute une série d'outils. Je pourrais évoquer ce qu'on fait pour les maisons familiales rurales, etc. Mais en clair, on a beaucoup fait, au-delà de ce que j'évoquais pour les universités, pour accompagner l'environnement des jeunes Normands. Nous avons Pascal de Longny-les-Villages qui demande où en est le projet RN12 suite à la contractualisation État-région 2015-2020. Savoir si on a des questions de délai aussi sur les routes pour l'Orne et pour la Normandie. Je sais qu'il y a un bout de route qui est prévu du côté de Tourouvre. Je crois qu'il y a 6 millions d'euros qui sont prévus sur le projet. Je crois que ça traînaille un peu. Mais alors, je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle ça traînaille. Jean-Claude Lenoir ou Christophe de Balleur pourraient peut-être me le dire. Je peux peut-être évoquer, Christophe, un sujet sur lequel on est en train de travailler, mais ce n'est pas une annonce. Hein. C'est ce qu'on évoque sur la RN12. La loi qui va bientôt être votée, ce qu'on appelle la loi 4D, prévoit que les collectivités départementales ou régionales peuvent décider de prendre des tronçons de route qui sont aujourd'hui des tronçons de route appartenant à l'État, des routes nationales. Et donc la question sur laquelle on est en train de travailler avec Christophe, mais le moment venu, on s'exprimera pour le dire, c'est de regarder si on ne pourrait pas décider ensemble, comme on a fait Flers-Argentan, de prendre en main et de dire à l'État, bon allez, vous n'arrivez pas à faire le boulot. On avait demandé, dans le cadre des différentes lois de ces dernières années, de faire en sorte qu'il puisse y avoir des nouvelles modalités de financement, elles n'ont pas été ouvertes par la loi, et de dire, département et région, on se met ensemble et on décide de faire la route comme on a su faire Flers-Argentan, comme on fait Grand-Villavranche ou comme on fait Chauffour-Évreux. Voilà à quoi on travaille. Il faut qu'on ait quand même une idée claire de ce que ça représenterait. Mais je crois que si on ne le fait pas, si on ne prend pas les choses en main, je pense que malheureusement ça ne se fera jamais, quoi, parce que l'État investit très peu sur les routes nationales. Dernière question de Yves que vous avez à l'écran. Bonsoir. La région compte-t-elle s'investir pour les épreuves équines du JO de 2024 ? Merci et belle soirée. Écoutez, le malheur, c'est que la Haute et la Basse Normandie n'ont pas été candidats pour accueillir des épreuves, alors que c'était à Paris, c'est quand même dommage, pour 2024. Alors donc, quand je suis arrivé à la tête de la région, je me suis dit, au moins, comme on est tout près de Paris, qu'on devienne base arrière des Jeux Olympiques. Donc on a proposé aux intercommunalités de regarder quels étaient les équipements qui pourraient faire en sorte qu'on puisse accueillir des équipes olympiques de tel ou tel pays. Donc on a, je crois, une 50aine de sites aujourd'hui qui sont validés par le comité olympique. Il y avait plus d'une centaine de communes candidates. Après, il fallait répondre à toute une série de critères. Et donc on aura toute une série d'équipes nationales qui viendront faire leur préparation en Normandie. Bon, j'ai mieux que rien. Et donc, pour tout vous dire, sur les épreuves équines, quand il a été question à un moment que ces épreuves éventuellement déménagent de Versailles, avec Christophe de Balleur, on a à nouveau proposé la candidature de la Normandie et de l'Orne. On nous a expliqué que finalement, ça se ferait quand même à Versailles, donc c'est abandonné. Mais en revanche, on a, sur les épreuves équines, notamment à Ras du Pin, Christophe en a parlé, un grand programme de développement, plus de 200 jours de compétition équine par an. On a des championnats du monde et des championnats d'Europe de prévus 2022-2023. Ne me demandez pas dans les spécialités parce que je n'ai plus trop ça en mémoire. Mais il n'y aura pas d'épreuve équine parce que tout a été décidé il y a bien avant que la région ne soit réunifiée. Voilà. Merci beaucoup. C'est fini pour Mortagne-au-Perche. Donc vous étiez plusieurs centaines à nous suivre, plusieurs centaines en simultané pendant ce live. Nous reprenons le live à 20h depuis Verneuil-sur-Avre. Le temps pour nous de regagner cette belle commune du sud de l'Eure. Merci aux élus amis présents. Merci à tous les internautes. Pour les questions qu'on n'a pas pu prendre ce soir, l'équipe de campagne répondra individuellement aux questions que vous nous avez posées. Donc un grand merci à tous. Nous vous laissons découvrir la musique de campagne pour cette belle Normandie conquérante. Merci, à bientôt, à tout de suite à 20h à Verneuil-sur-Avre. Merci.